Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Hello, hello, en matière de nucléaire civil, le temps semble être au revirement. J'en ai au moins compté 3 ces derniers temps, d'où le sujet de notre émission aujourd'hui. Revirement. Déjà, il y a un an et demi, en Allemagne, dont le poids des Verts, donc on appelle die Grünen, je crois, est extrêmement important. Eh bien, il y a un peu de grabuge, puisque certaines figures du mouvement des écologistes allemands, soutiennent dorénavant le nucléaire, bien sûr, dans le but de baisser la production de gaz à effet de serre. Donc voilà déjà du rififi outre-Rhin. Deuxième revirement très récent, c'est de la Commission européenne, puisque dans le pacte vert initial, le nucléaire n'était pas cité parmi les énergies. Et puis là, depuis début février, le nucléaire revient dans le pacte de la Commission européenne. Donc pour les non-spécialistes, c'est peut-être un non-événement, mais quand on s'intéresse au sujet, et ça a été notre cas bien sûr avec la fabuleuse équipe qui m'entoure aujourd'hui, on se dit c'est un sacré revirement. Et puis, puisqu'on parle de revirement, vous avez certainement suivi les discours d'Emmanuel Macron. C'était le 10 février dernier, je crois qu'il était à Belfort. Exactement. Il me semble, voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Les annonces de création, de construction de 6 nouveaux réacteurs EPR2, ça fait quand même plus 25 gigawatts par rapport aux 61 actuels. Et puis, il a parlé de, je cite, de renaissance nucléaire. Wow. Je cite, ok ? Si ça, c'est pas un revirement, une volte-face, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Avant qu'on voit l'effet contexte dans quelques instants, en Europe, 24,6% de l'électricité est produite en 2020 par le nucléaire. Et bien sûr, la France est championne toute catégorie, puisqu'elle seule, elle représente 50% de ce chiffre. Et puis alors, chaque pays a sa politique de sortie du nucléaire pour beaucoup d'entre eux. Dont l'Allemagne, et puis certains autres, soit y reviennent apparemment, en tout cas dans les paroles, c'est notre cas, ou la Finlande, par exemple. En tout cas, 35% de consommation en 2050 en plus, je crois, de besoins énergétiques. Vous me corrigerez, parce que j'ai pas toujours les super mots, nous avons quelques spécialistes aujourd'hui avec nous. Voilà, bref, ces volte-face, il va falloir gérer, je pense. Ces volte-face sont-elles durables ? La question qu'on va se poser tout à l'heure et qu'on vous invite à vous poser, quelles que soient les opinions que je peux avoir historiquement par rapport au nucléaire, toujours le nucléaire civil, on parle aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment le choix, en fait, pour faire face aux défis énergétiques ? Oui, non, c'est la question qu'on se posera tout à l'heure. Mais un premier tour de table, le sujet, vous l'avez trouvé... J'allais dire sexy, mais non, là pour une fois, il ne faut pas dire que c'est sexy. Le sujet, Thierry qui est de retour parmi nous. Yes. Exactement, mais j'ai été très bien remplacé. Et je souhaite féliciter la personne qui m'a remplacé. C'était très très intéressant. Anne, c'est pour toi. Exactement, et j'avais oublié son prénom, donc merci de m'avoir sauvé. Quelle solidarité. Le sujet, quand je l'ai découvert, j'ai dit oula, sujet clivant, comme beaucoup d'articles que j'ai lus, on dit le nucléaire, on en parle, on en débat, etc. Et en fait, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé, surtout entendre des arguments, notamment pro-nucléaire. J'ai beaucoup aimé m'intéresser sur ce sujet. D'un point de vue environnemental, c'est important parce que c'est notre avenir. Le côté scientifique, qu'est-ce que c'est le nucléaire, comment ça marche ? Moi, je n'ai aucune compétence là-dedans, donc je me suis dit, je vais partir avec un boulet au pied. Je l'ai encore un peu ce boulet, mais je crois que je l'ai un peu enlevé quand même. Ah, libéré, délivré. Non, pas cette chanson dès le matin. Merci Thierry. Anita. Alors, sujet, je pense qu'il faut traiter, parce que de toute façon, il est tout à fait d'actualité. Je me suis dit, oh là là, ça va être fatigant ce truc-là, va falloir creuser la question. Surtout avec les 3 qui t'entourent. Ça voilà, fatigant. Et puis surtout, j'allais dire... moi, je suis de cette génération où c'était à Berck le nucléaire, quoi. Voilà. Donc, il a fallu que je me creuse la tête pour savoir ce que j'en pensais vraiment. Tu voulais une centrale nucléaire à Berck, dans le Nord, c'est ça ? Chers amis, ne l'écoutez pas. Berck. Oui, ça fait penser à Bienvenue chez les Ch'tis. On terminera. Tu avais dit que ça allait être difficile. On terminera ce tour de table avec David, qui est un peu notre spécialiste aujourd'hui, et qui va faire la confession.
Donc, ça sera sa manière de nous dire comment il vit le sujet. Et alors, en ce qui me concerne, je suis d'une génération, peut-être, donc apparemment différente de la tienne, Anita, où moi, fondamentalement, je suis toujours très pro-nucléaire. Voilà, j'ai toujours été super pro-nucléaire. Je trouve qu'on est les boss en France sur cette technologie. Donc on en déduit que je suis la plus vieille. Je pense que c'est une déduction tout à fait pertinente, absolument. Si la régie est prête, et si bien sûr l'équipe se reconcentre un tout petit peu quand même, c'est un sujet sérieux, voilà. Eh bien, on peut lancer le jingle pour préparer la confession de David. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Voilà un sujet qui parvient facilement à m'électriser et à m'énergiser. La question de notre politique énergétique en France ne peut pas s'abstraire de la question du nucléaire. Et la question du nucléaire ne peut pas s'abstraire de la question de notre indépendance nationale, militaire d'abord, puis énergétique. Car nos centrales nucléaires ont été un moyen intelligent de produire de l'énergie en même temps que de produire de l'uranium enrichi et du plutonium pour notre capacité de dissuasion nucléaire. D'ailleurs, si le besoin militaire avait été moins présent, peut-être aurait-on exploré des conceptions plus sûres de centrales, comme les centrales au sel fondu. Parce que... c'est un sujet passionnant. Voilà. Va falloir le gérer, le David. Parce que il a peut-être fondu les plombs, peut-être aussi. Voilà. Parce que je suis très conscient des ordres de grandeur de l'énergie qu'il faut produire pour soutenir notre niveau de vie actuel. Je suis très conscient du temps qu'un cycliste de haut niveau doit pédaler sur son vélo pour fournir la même énergie que consomme un simple grippin. C'est assez impressionnant, il y a une vidéo là-dessus qui est assez très parlante. Ça c'est pour Thierry, parce que Thierry vient en vélo. Mais en vélo électrique. En vélo électrique, ça y est. C'est mix. Voilà, waouh. Il faudra qu'on en parle après. Ouais. Donc je suis très conscient de la puissance incroyable que l'on peut tirer de l'atome avec une quantité assez limitée de combustible. Ceci dit, la France consomme tout de même à elle seule le quart des 45 000 tonnes de combustible annuel produits. Mais je suis conscient d'un point essentiel. Nos centrales nucléaires actuelles nécessitent des moyens de refroidissement actifs pour éviter une catastrophe. Si un accident se produit, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton d'arrêt d'urgence. Il faut continuer longtemps à refroidir sous peine de fusion du cœur et de destruction au minimum de la centrale. C'est ce qu'on a pu constater avec Fukushima. Je suis conscient d'un autre point. On ne peut pas se protéger des rayonnements ionisants. Une fois qu'un site est contaminé, il devient impossible d'y vivre pour longtemps. Voilà. Je garde tout cela toujours en tête. Ces deux problèmes consubstantiels aux centrales nucléaires. Et je suis conscient que les enjeux climatiques nous obligent à atteindre pour 2050 la neutralité carbone et qu'on doit faire des choix réalistes pour y parvenir. Mais dans un coin indélogeable de ma tête, il restera sans doute toujours cette donnée. Nos centrales actuelles nécessitent des moyens actifs permanents pour éviter une situation incontrôlable et catastrophique. Et je ne voudrais pas qu'un prochain accident dans un pays très nucléarisé, comme l'Ukraine par exemple, déstabilisé par un conflit inattendu ou incontrôlable, donne un coup d'arrêt terrible à toute la filière par un accident qu'on ne veut imaginer et qu'une guerre ou un acte terroriste peut nous envoyer à la figure à tout moment. Ça va, vous êtes toujours avec nous? Merci David. Je rappelle notre règle du jeu. Dans un instant, on va poser quelques faits et contextes avec Anita, que nous compléterons le cas échéant. Et ça nous permettra ensuite de nous positionner donc, sur la question du jour. La question du jour, le nucléaire, a-t-on vraiment le choix de s'en passer? Oui, un peu, beaucoup, pas du tout, à la folie. Et nous démarrerons ce petit débat ensemble pour éventuellement conforter, influencer votre opinion avec une question sur est-ce que c'est chrétien ce sujet, est-ce qu'il y a des spécificités chrétiennes ou au contraire c'est relativement neutre pour ceux et celles qui auraient une vision chrétienne du monde. Anita, quelques faits et contextes? Quelques faits et contextes. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, le moment est bienvenu. Donc, ce plan de relance annoncé par le président Macron engage la France à minima pour les 30 prochaines années, plus l'exploitation des centrales par la suite. Comme tu l'as dit, il vient en rupture avec des décisions qui avaient été prises précédemment, puisqu'il avait été décidé d'arrêter une douzaine de réacteurs. Cependant, cette relance nucléaire est présentée comme la solution permettant d'atteindre l'objectif neutralité carbone d'ici 2050, objectif fixé aussi au niveau européen. Donc pour y arriver, un plan d'action avec deux piliers, ou s'appuyant sur deux piliers. Le premier,
c'est augmenter la production de l'énergie nucléaire en construisant d'ici 2050 entre 6 et 14 réacteurs nucléaires et en prolongeant au-delà de 50 ans la durée de vie de tous les réacteurs qui peuvent l'être, le tout nécessitant à peu près une cinquantaine de milliards. Le deuxième pilier de ce plan, c'est le développement des énergies renouvelables. Implanter une cinquantaine de parcs éoliens en mer, multiplier par 10 la puissance de l'énergie solaire, enfin de l'installation, pas l'énergie du soleil, ne vous inquiétez pas, et multiplier par 2 la capacité actuelle des éoliennes terrestres. Cependant, la pertinence de ce choix, bien évidemment, interroge. C'est normal, c'est un sujet majeur, c'est normal qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Et clivant, d'après Thierry tout à l'heure. Voilà, nous a-t-il dit. Donc, il y a 2 points essentiels qui suscitent le débat. Le premier, c'est celui du niveau de besoin en énergie. Pour le réseau de transport d'électricité qui a effectivement pondu des travaux sur cette question-là et qui sont venus inspirer le président Macron, eh bien, il tient compte d'un scénario médian en disant de toute façon, nous allons avoir toujours de plus en plus besoin d'électricité et on électrifie nos modes de vie, on verdit, entre guillemets, les voitures, les modes de chauffage, l'activité industrielle. Bon. Bien évidemment, quand je dis bien évidemment, certains écologistes disent nous n'avons pas envisagé le scénario de la sobriété énergétique. Deuxième point de contradiction, c'est le coût même de cette énergie future. Le mix qui est présenté par RTE entre énergie nucléaire et énergie renouvelable a pour objectif de réduire les coûts et de maîtriser aussi l'origine de cette énergie afin de moins dépendre de pays exportateurs, d'autres types d'énergie, dont, entre guillemets, la Russie, qui est quand même, rappelons-le, deuxième producteur mondial de gaz et de pétrole. Autour de ce coût, là, il y a aussi des avis contradictoires. Certains disent, vous avez calculé le coût de l'énergie nucléaire, vous dites que ça va coûter moins cher, mais si on regarde simplement l'EPR, la centrale nucléaire de Flamanville, le réacteur, surcoût de 17 milliards pour un projet initial de 3,3 milliards. Bon, donc comment pouvez-vous dire que ça ne va pas coûter plus cher ? C'est un exemple, mais qui est donné. Oui, enfin, ok, d'accord. C'est un coup bas, c'est tout. Flamanville, ok. C'est un élément objectivable. C'est la cata, je suis d'accord. Alors, autre approche, elle est portée par l'Agence internationale des énergies renouvelables, qui affirme que, de toute façon, les coûts de production d'électricité renouvelable ont fortement chuté au cours des 10 dernières années. Mais à cela, il aurait reproché de ne pas tenir compte des coûts de stockage de cette énergie renouvelable qui, par définition, n'est pas permanente. Donc elle est intermittente. Intermittente, bravo, pas il a trouvé le bon mot. Il se défend bien. Il se défend bien. Et enfin, pour conclure le tout, et ça va vraiment nous faciliter la vie, vous allez voir, nous avons l'Agence internationale de l'énergie qui affirme, elle, que de toute façon, dans les 30 années à venir, l'ensemble des énergies en Europe sera progressivement moins cher à la production. Même si quand même il précise que le coût de l'énergie durable devrait être quand même un peu moins cher que celle du nucléaire. Dernier élément de contexte, l'augmentation des coûts de l'énergie que nous avons depuis quelques mois, qui peut nécessiter de prendre des décisions, la petite tension que nous avons évoquée avec la Russie, et quand même un léger climat d'élection présidentielle. Léger, tout ça. Hein. Voilà. Très alors, léger. avons-nous le choix ? Et dans ce cas, lequel ? Oh, merci Anita. Ça va, vous n'êtes pas trop perdu là hein? Ah, ça rigole plus là, hein. Attention. Allez, on complète le cas échéant en termes de faits et contexte avant qu'on se positionne sur la question. Moi j'ai noté 2-3 choses encore là. Ce qui me semble important, tu as parlé des nouveaux réacteurs que voulait mettre en place ou faire construire d'ici quelques années le président de la République. Il a aussi précisé qu'il voulait mettre en place des petits réacteurs, des SMR, où on l'a attaqué justement en disant que le nucléaire, ça stockait des déchets, où il disait non, mais peut-être qu'avec cette nouvelle technologie, avec des réacteurs plus modulables, ou en plus, mais là c'est du conditionnel, parce qu'on marche aussi sur des œufs, et c'est ça aussi le nucléaire aussi parfois, on pourrait réemployer ces déchets
pour reproduire de l'électricité, etc. Moi, ça me semble important, c'est quand même l'argument, on va dire, des pro-nucléaires, qui, dans un contexte, et on en a parlé plusieurs fois dans cette émission, de réchauffement climatique, parce que quand on parle de climat et de l'environnement, on parle de réchauffement climatique, avance cet argument qui est louable et qui est même vrai sur le fond, que c'est une énergie qui émet quasiment zéro carbone. Voilà, et que c'est une énergie décarbonée. Voilà, et c'est ça qui m'a marqué, que des gens très influents dans l'environnement et dans la protection de l'environnement qui sont pro-nucléaires, alors que peut-être simplement, sans trop réfléchir, on pourrait se dire, bah non, ceux qui sont anti-nucléaires, voilà, c'est incompatible. Yes. Moi, il me semble quand même que dans le discours de M. Macron, il y a quand même eu le fait qu'il y a quand même un autre pilier sur la sobriété et l'efficacité énergétique, c'est-à-dire la réduction de nos besoins. Ça, c'est quand même un aspect important parce que sinon, en fait, il faudrait encore rajouter des réacteurs supplémentaires si on n'arrivait pas à améliorer l'efficacité énergétique. Et ça me permet juste de faire une distinction entre la sobriété et l'efficacité énergétique. Sobriété, ça veut dire qu'on réduit, on change nos modes de vie. Par exemple, on se chauffe moins fort ou on roule en plus petite voiture ou moins souvent, par opposition à l'efficacité énergétique, où ça veut dire qu'en fait, avec le même niveau d'usage et de qualité de vie, on a simplement consommé moins parce qu'on est mieux isolé, parce qu'on a des voitures plus efficaces. Tout à fait, oui, c'est vrai. Voilà. Donc il y a tout ça. Et encore une dernière précision. Pourquoi est-ce que notre consommation électrique augmente ? Tu l'as dit, mais ça pourrait être parce que simplement notre activité augmente et on continue d'aller vers l'avant comme ça en croissant sans contrôle, mais c'est aussi parce qu'effectivement il y aura un transfert d'énergie thermique actuellement de l'industrie et du transport qui vont s'électrifier. Et c'est un moyen effectivement de couper le lien direct avec les énergies fossiles. Sans compter que si on veut redévelopper l'industrialisation en France, celle-ci est consommatrice d'énergie. C'est aussi un marqueur en termes de partis politiques, puisqu'on parlait du contexte, bien sûr, d'élections présidentielles. Globalement, ce qu'on peut se rappeler pour nous et notre audience, en gros, les candidats, par rapport à la question du moment, se positionnent comment ? Il y a les pour, il y a les contre ? Il y a les pour et il y a les contre, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est que... C'est qui ? Pardon. C'est qui ? Quel candidat m'a marqué ? Je sais que tu es Thierry, mais... Non, mais c'est notamment Yannick Jadot, le candidat écolo, mais je veux dire, tous les candidats à la présidentielle, alors peut-être les plus grands, parce que c'est peut-être ceux qu'on entend plus, malheureusement, ou ceux qu'on lit plus, mais aucun ne va dire « dès maintenant, on arrête ». Je pense qu'ils sont conscients aussi qu'ils ne peuvent pas dire « dès maintenant, on arrête ». Les premiers qui veulent arrêter, c'est 2035. En gros, non, on ne va pas en construire des nouveaux. Mais aucun candidat à la présidentielle ne réfute complètement l'idée ou de dire mais on en sort maintenant complètement. Parce qu'ils sont aussi réalistes et aussi et tu as parlé de l'installation, qu'est-ce qu'il faut pour des énergies renouvelables, etc. Donc, effectivement, ils ne sont pas d'accord. Il y a les pour, il y a les contre. Mais à court terme, tout le monde est d'accord. À très court terme, tout le monde est d'accord. Forcément, ok. Alors, donc du coup, la droite plutôt assez pro-nucléaire en général, l'extrême droite en général, et le sur parti la ligne communiste du président a l'air assez open, en tout cas, monsieur pro carrément. Ouais, et puis de l'autre côté, on a plutôt LFI, la France Insoumise, et les écologistes, en tout cas représentés cette année apparemment par Yannick Jadot. On vient de citer, oui, c'est un peu chaud à gauche, on vient de citer quand même indirectement l'histoire des scénarios. Donc là, on ne peut pas passer à côté. Une grande partie des faits et contextes, là, s'appuie, notamment au discours de Macron, sur le rapport RTE, qui prévoit 6 scénarios. Et c'est là où il y a les différences, peut-être vous, dans notre audience, et entre les hommes politiques, sur, dans les années à venir, c'est quoi le mix énergétique ? Oui, parce que RTE, donc c'est les réseaux de transport d'électricité. Donc c'est eux qui s'occupent un petit peu de voir comment on répartit l'électricité, ce qu'on exporte, ce qu'on importe et l'équilibrage. Parce que en électricité, on doit produire à l'instant T, à chaque seconde, autant qu'on consomme. C'est à flux tendu. Donc on peut pas stocker de l'énergie comme ça, ou c'est très compliqué. Donc voilà, donc il y a eux qui sont un peu les planificateurs de nos besoins électriques et qui ont effectivement évalué tous les scénarios possibles, de celui d'une sortie rapide du nucléaire et d'une montée de l'ENR, jusqu'à un maintien renouvelable. Énergie renouvelable, bien. Non mais c'est ça le problème avec les spécialistes, tout de suite des acronymes, du jargon.
et jusqu'au maintien du nucléaire. Et dans leur rapport, ils ont dit de toute façon, on ne pourra pas aller au-delà de 50% du mix énergétique en nucléaire. On n'a plus la capacité aujourd'hui, on n'a plus le temps d'ici 2050 de construire les centrales qui nous permettraient d'être au-delà de 50. Donc de toute façon, on est entre 3 scénarios de sortie du nucléaire et 3 scénarios de maintien du nucléaire, avec plus ou moins de variations. Et c'est très très intéressant parce que ça agrège effectivement beaucoup de tendances, des pro-nucléaires et des anti-nucléaires qui ont contribué à la constitution de ce rapport. Et on peut se positionner. Et dans tous ces scénarios, il y a des inconnus technologiques et financiers. Du côté nucléaire comme du côté tout ENR. C'est-à-dire que arrêter le nucléaire très rapidement, c'est-à-dire en 10 ans, on n'est pas sûr qu'on saura mettre en place tout un réseau d'énergie intermittente. Il y a des enjeux techniques. Mais on voit que du côté nucléaire aussi, il y a des enjeux techniques parce qu'on a eu des pertes de savoir-faire en France, parce que les besoins de sécurité ont largement augmenté depuis les années 60 où on a commencé à les construire. Et donc, on ne sait pas bien, on n'est pas sûr d'être en capacité de complètement maîtriser tout ça. En tout cas, à souligner que ce rapport RTE semble faire une certaine unanimité en termes de crédibilité, en termes de sollicitation de différentes organisations de tous les bords. Donc, avec les 6 scénarios, c'est vraiment, je pense, un joli boulot qui a été fait là, au niveau national. Et d'ailleurs, si on regarde ce rapport, il y a des inconnus technologiques, mais en termes de coûts, on n'est pas beaucoup. C'est pas très différent. Le nucléaire est un peu moins cher à terme que le tout nucléaire, le maximum du nucléaire par rapport au maximum d'énergie renouvelable, mais on n'est pas dans les ordres de grandeur de 2 à 3. On est à peu près pareil. C'est pas un problème financier. C'est un problème de stratégie politique, stratégie technique, et de savoir ce que la France est capable de faire d'ici 2050. La régie, si elle est prête, on peut lancer le jingle parce que c'est le temps de la première votation. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Alors, a-t-on le choix par rapport à ces volte-face sur le nucléaire? On en a cité 3 tout à l'heure dans le lancement. Avons-nous vraiment le choix ou au contraire, non, qu'on soit plus ou moins pro-nucléaire? Eh bien, nous n'avons pas le choix. Allez, c'est parti, première... Oui non, rien, Anita, souhaite démarrer. Non, je pensais que tu allais avec le point de vue chrétien, il me semble. Oui, mais d'abord, on se positionne sur la question. Il faut se positionner, d'accord. Tout de suite, tu veux qu'on se positionne? Oui, comme ça. J'aime pas le nucléaire. C'est pas la question posée, Anita. Voilà, ça y est. C'est ma réponse. Elle fait ce qu'elle veut sur le plateau, c'est quand même pas croyable. Non, j'entends les éléments de raison. La question, c'est est-ce qu'on a le choix, qu'on aime ou pas? Alors, peut-être qu'on a le choix. Ok. Peut-être qu'on a le choix. Je ne dis pas que ce choix, on peut l'avoir du jour au lendemain. Ok. On part du principe qu'il faut développer le nucléaire, complété par les énergies durables. On aurait pu faire une équation un tout petit peu à l'inverse, en disant notre ambition, c'est de développer les énergies renouvelables et en attendant de maintenir du nucléaire. Ce qui est le cas d'un des scénarios, je pense. C'est le cas d'un des scénarios. Donc tu es représentée quelque part, je pense, Anita. En tout cas, je me représente moi-même. Les égos ici, je vous dis pas, c'est terrible, quoi. Moi, je suis pas du tout soumis à ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Thierry. Tu l'as dit dans ton petit lancement, pro ou anti, en fait. Moi, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix dans notre monde actuel et dans notre consommation et où va un peu le monde et nos choix de société. Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix, non. Ok. David? Moi, je pense qu'on a le choix entre des choix idéologiques ou des choix technologiques. On a encore un peu le temps et j'espère que j'aimerais bien, et je suis un petit peu déçu quand même, que ces genres de déclarations ne se fassent pas avec une explication, avec des chaînes YouTube, tout ça, où justement ces plans RTE, tous les scénarios possibles, on puisse les évaluer, les discuter, tout ça. Là, on est avec des décisions, l'indépendance nationale et d'autre côté, la planète, le truc. Voilà. Enfin, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, que ce soit des Verts ou que ce soit des pro-nucléaires, on est sur des choix idéologiques et on n'a pas le temps d'être dans les choix idéologiques. Il faut se creuser plus la question et puis il faut être prêt à faire des compromis tous ensemble pour qu'on arrive à atteindre un objectif qui est le plus important, c'est de décarboner nos économies d'ici peu de temps. Sinon, les choix, de toute façon, ça va être de subir les événements. On n'aura plus le choix. Ok. Et il faut choisir maintenant. Donc moi, à la rigueur, je préfère encore, excuse-moi, je préfère encore qu'un président décide maintenant. Oui. Même si c'est pas mon choix, je préfère qu'il décide ça plutôt qu'on ne décide rien pour dire qu'on n'a pas fait de mauvais choix. Ouais, et justement, bonne transition avec mon avis sur la question. Pour moi, on n'a pas le choix et c'est urgent.
Donc là, j'avais dit que je détestais M. Macron lors d'une précédente émission, sur un sujet bien particulier. Là, franchement, je pense qu'il n'a absolument pas le choix et ça doit être rapide. Les décisions doivent être prises maintenant et les chantiers mis en route tout de suite parce que sinon, on va à la cata. Donc pour moi, on n'a pas le choix à court terme, ça c'est sûr, et même à moyen, long terme. Avant qu'on voit ensemble quels sont les arguments qui peuvent nous dire que plus ou moins on a le choix de baisser la part du nucléaire dans la production énergétique, est-ce un sujet potentiellement chrétien, au sens, y a-t-il des spécificités, peut-être des courants majoritaires d'opinion dans le milieu institutionnel et individuel des croyants? Moi, je pense pas, mais je demande à l'équipe. Thierry, apparemment, non, pas particulièrement peut-être. Moi, j'ai écouté un débat encore hier soir entre deux chrétiens qui avaient des avis totalement opposés. Okay. C'était sur la question de l'environnement en général, mais le nucléaire était très clairement induit. Ok. Et alors du coup, en fait, ça m'a fait repenser à notre sujet. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais vous allez voir, on va trouver. Aujourd'hui, Thierry. Voilà. Sur Angela Merkel, on disait, est-ce qu'on, en tant que chrétien, est-ce qu'on doit espérer un dirigeant chrétien, un dirigeant politique chrétien? Et en fait, on avait vu que il y a des dirigeants qui se disent chrétiens qui nous vont bien et des dirigeants chrétiens qui nous vont pas très bien. Et moi, en écoutant ces deux personnes, elles donnaient des avis très pertinents. Moi, je pense quand même qu'en tant que chrétien, avec cette notion de prendre soin de la terre, mais aussi, et comme le dit un théologien écologiste, Martin Kopp à Strasbourg, qui parle de l'oikos, donc de l'écologie et l'oikos, notre maison commune. Pour moi, la question du nucléaire aussi induit le fait aussi qu'on va enfouir des déchets, etc. Et c'est aussi dans la dynamique de quelle est la terre, quel est le monde qu'on laisse à nos enfants, qu'on laisse à nos petits-enfants. Et je pense qu'en tant que chrétien, dans le fait de prendre soin de la terre, une terre qui est finie, et ces deux personnes dans les débats s'accordaient, le pro et l'anti-nucléaire s'accordaient à dire que ce monde-là, il est fini. Un jour, Jésus reviendra, il y aura une nouvelle terre. Et ça, c'est un marqueur fort dans notre milieu. Et il n'y aura plus de problème. Et quand on dit plus de problème, c'est qu'on va même plus se poser ces questions et qu'est-ce qui ira enfoui dans la terre. Non. Donc, je comprends qu'il y ait des différences d'avis, mais je ne pense pas que c'est, en tant que chrétien, on doit absolument penser ça. Plutôt que ça. D'autres avis sur la question chrétien, pas chrétien, ça influence sur la question oui, du jour? Pour moi, ça rejoint quelque chose que j'ai déjà partagé à d'autres occasions. C'est vraiment notre rapport à nos besoins et ce qu'on est prêt à, ce qui nous paraît essentiel dans notre vie et ce à quoi on est prêt à renoncer. Il y a un côté très prométhéen quand même dans cette énergie nucléaire comme ça, qui est vraiment de maîtriser un peu une sorte de feu sacré qui nous donne une énergie infinie. Et d'ailleurs, la suite de ça sera peut-être la fusion nucléaire, qui est une énergie normalement plus propre. Mais quand même, voilà, le côté prométhéen est encore plus fort. C'est-à-dire vraiment, là, on contrôle l'énergie du soleil, du cœur du soleil. Et tout ça, en fait... Et j'avais réagi une fois quand tu m'avais dit oui, mais ça c'est de la décroissance et tout ça. C'est un gros mot, les décroissances pour un chrétien. Moi ça m'interroge. Pourquoi? Déjà, c'est pas la décroissance de tout. Parce que la décroissance de tout, c'est celle qui nous arrive quand on ne maîtrise plus rien et que c'est la nature qui nous l'impose. Mais la décroissance de certaines choses, ça, c'est quelque chose, c'est un choix conscient que l'on fait parce que l'on sait que notre identité n'est pas dans la quantité de choses que l'on produit et que l'on consomme. Le rapport au matériel, on va dire peut-être qu'une partie de notre audience qui est chrétienne peut peut-être se détacher plus facilement d'un besoin, on va dire, atavique, des besoins matériels peut-être. Et alors, effectivement, l'argument qui serait peut-être un peu là, qui dit bon, c'est pas grave parce que de toute façon, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va faire le ménage. Exact. Oui, ça, c'est peut-être le côté un petit peu dérivé de la pensée chrétienne de base. Je pense que quand on dit ça, on n'est pas vraiment dans l'approche biblique, à mon sens, puisque je ne pense pas qu'on puisse dire que le fait d'être chrétien va nous rendre pro ou anti-nucléaire. Je ne crois pas. Par contre, je pense qu'en tant que chrétien, nous devons être conscients, encore plus que d'autres, de la responsabilité que nous avons par rapport à la Terre, l'environnement, l'humanité en général, puisque c'est bien le mandat qui a été confié par Dieu à tout être humain dès le début en disant « Prenez soin de la Terre, multipliez-vous ». Et le premier travail qui a été confié à Adam, ça a été de nommer les animaux, donc d'observer, de regarder, de commencer à gérer, entre guillemets. Bon. Donc je pense qu'en tant que chrétien, on doit être particulièrement conscient qu'on a une responsabilité sur ces questions-là,
comme tout être humain, mais je pense qu'on devrait en avoir plus conscience. L'autre élément, c'est que la Terre aille vers sa fin, et elle ira vers sa fin, n'empêche que nous avons, ce mandat qui se poursuit jusqu'à la fin de la vie de chacun, quelle que soit la manière de s'y engager. Et puis je voulais citer un exemple qui me semble intéressant, c'est celui de l'Université catholique de Lille. 35 000 étudiants, plus du personnel, les enseignants et tout ça, qui depuis 2013 s'est engagé dans un programme de transition énergétique et sociétale. Donc quasiment l'équivalent d'une ville, et qui aujourd'hui en sont à une autoconsommation de 98% de sa propre énergie. Voilà. Donc, engagé depuis des années sur les énergies renouvelables. Voilà, donc je trouve intéressant que ce soit une université catholique qui se soit lancée dans ce challenge. C'est parce qu'ils sont à côté de la centrale de Burke, c'est certainement. Il n'y a pas de centrale à Burke, hein, faites gaffe. Chers amis, ils m'embêtent, ils me cherchent. Bon, en résumé, avant qu'on passe quelques arguments par rapport à la question posée, apparemment, avec les mêmes bases ou les mêmes présupposés, la finitude de la Terre, le fait de prendre soin de la Terre peut aboutir à des conclusions très opposées, très différentes sur la question du jour. Parce qu'on peut techniquement même avoir des arguments qui se valent. Donc voilà, c'est pas la peine du coup de vous battre peut-être sur ce sujet, sur d'autres peut-être non plus. Mais voilà, moi j'aime bien les climats de paix dans les chaumières, vous le savez. Voilà, question du jour, a-t-on le choix, avons-nous pas le choix? Quels sont les arguments qu'on pourrait mettre en avant pour dire que si, on a potentiellement le choix de se passer du nucléaire. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Moi, je vais redire sur ce qu'a dit Anita à l'instant, c'est le côté personnel. Et moi, je t'avoue que quand tu nous as envoyé cette question, j'ai pris une claque personnelle. Parce que quand on parle du nucléaire, et tu l'as dit, c'est quelque chose qui sclérose les débats aujourd'hui. On dit, les grands politiques, les grandes industries prennent telle et telle décision. Mais je me suis dit, et moi, en fait ? Et moi, est-ce que j'ai le choix ou pas ? Alors, bien sûr, c'est pas moi, Thierry, qui vais prendre la décision, est-ce qu'on met plus de nucléaire ou moins de nucléaire ? Mais quelle est aujourd'hui ma capacité de résilience, on pourrait dire ça comme ça, ou ma capacité à dire je vais moins consommer de sobriété au minimum, voire de changement de mode de vie. Quoi. Et moi, j'ai vraiment pris comme une remise en question personnelle aussi. D'accord. Et moi, je pense que... Donc à ce niveau-là, on pourrait avoir le choix, en tout cas, de participer ou de faciliter la question et les défis posés aujourd'hui par une remise en question personnelle de son mode de vie qui se matérialise par une sobriété énergétique. Et au-delà de cette remise en question personnelle, si on est... Alors ça fait un premier argument. Et ça va paraître peut-être un peu utopiste, mais si on agglomère ses ambitions personnelles ou ses petits trucs personnels, on peut faire bouger des choses aussi, et on peut faire des choix de société, cette université catholique de Lille, on peut faire des choix de société aussi, qui peut-être vont nous enlever un peu de ce débat et qui vont nous faire agir à notre échelle aussi pour cette question. Je note un premier argument par rapport à la question, oui, on peut retrouver un peu de choix. David ? Moi, je pense aussi que on a un petit peu de recul quand même maintenant sur les deux grands domaines, les énergies renouvelables et le nucléaire. On a un recul. On a un recul sur le fait qu'effectivement, on n'a pas eu d'accident majeur en France et qu'on a quand même une autorité de sûreté qui fonctionne. Et qui ne donnera pas un avis de prolongation des centrales n'importe comment. On a vu d'ailleurs qu'il y a eu des détections de certains défauts qui vont certainement provoquer l'arrêt de plusieurs centrales pour inspection. Donc on a quand même, je parle pour la France, j'étends pas au monde, sinon ça devient trop compliqué, mais pour la France, on a des services qui font ça sérieusement. Et on a de l'autre côté des énergies renouvelables avec des projets qui sont en route, qui fait qu'on n'a pas attendu aujourd'hui pour commencer. Par exemple, il y a un parc d'éolien maritime qui ouvre là, près de Saint-Nazaire, je crois, et il y en a 6 autres qui sont prévus. Donc, les choses ont déjà démarré. Donc, on n'est pas complètement nu devant le problème. On a des choses qui sont prêtes, on a du recul, les coûts de fabrication et de maintenance diminuent aussi. Donc, on a ce confort, en plus en France, d'avoir un parc nucléaire installé, que l'on peut un peu prolonger sans fabriquer rajouter. Donc, effectivement, on a le choix. Il n'y a pas qu'une seule solution, et donc on n'a pas une angoisse de faire la plus mauvaise des solutions. À propos d'angoisse, on oubliait de dire dans les faits et contextes que nous avons plusieurs réacteurs qui sont fermés en ce moment, et que... 17 sur 56. Merci, 17 sur 56. Oui. Et quand même, il y a quelques régions déjà qui commencent à dire des petits messages. Bon, ça serait bien que vous fassiez un peu gaffe. Et avec les tensions géopolitiques en Ukraine, quand même. Moi, je suis un peu inquiet, pour tout vous dire.
Cette question du choix, c'est bien celle-là aussi qui peut inquiéter. Parce que tout ce que nous avons dit jusqu'à présent est juste. C'est-à-dire qu'à la fois, nous avons une urgence climatique et il nous faut trouver des solutions là, dans les années qui viennent. Donc, c'est vrai que avançons là où nous connaissons. En même temps, nous n'avons toujours pas réglé la question du traitement des déchets nucléaires. Et ça, pour moi, ça m'inquiète en me disant, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Ceci dit, je suis persuadée qu'il y a des déchets liés aux énergies renouvelables qui, par exemple, comment on appelle ça, les trucs, vous savez, pour l'électricité au soleil, photovoltaïque, voilà. Je ne savais plus comment ça s'appelait. Je ne suis pas sûre qu'on sache les recycler. Voilà, donc voilà. Donc je pense qu'il y a la question des déchets, elle est partout. Et après, pour moi, effectivement, le nucléaire, fondamentalement, c'est la question de la sécurité. Et c'est pour ça que j'ai commencé en disant, mais pour moi, je suis restée sur l'idée, alors peut-être des vieux écologistes, je ne sais pas si je l'ai été, mais marqué par cette idée, il faut arrêter le nucléaire. Et à noter d'ailleurs que, puisque j'ai parlé de volte-face, de revirement, quand même, qu'il y a eu un coup d'arrêt à l'idéologie, entre guillemets, nucléaire du fait de Fukushima. Ça a quand même mis un coup sur la tête à tout le monde. Oui, clairement. Et la prochaine catastrophe qui se produira refera un choc terrible. Moi, c'est ce que j'ai dit dans ma confession, c'est que pour moi, je garde ça dans ma tête. Tu l'as dit très clairement. C'est quand même une mauvaise solution à long terme parce qu'elle a une capacité de tout mettre par terre très rapidement. Simplement, au niveau de la... C'est le côté prométhéen. Voilà, au niveau de l'impact psychologique que ça a sur tout le monde quand il y a un accident. Donc, on ne peut pas non plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais je m'efforce constamment en ce moment, alors que j'ai cette a priori négative, de dire maintenant on a un parc et tout ça, on ne va pas faire des arrêts à marche forcée pour des raisons idéologiques en nous mettant dans une situation de détresse, parce que les situations de détresse, c'est des situations tendues socialement, et les tensions sociales, ça peut mener à des déstabilisations de l'État qui peuvent nous empêcher de faire face correctement aux besoins de sécurité des centrales. Donc là, on vient de passer subrepticement quand même à des arguments pour dire qu'on n'a pas trop le choix, en tout cas à court terme. En fait, on a quand même le... Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire David. Mais je pense qu'en termes d'affectation, d'allocation des ressources financières de l'État, j'aurais aimé entendre dire qu'on va développer la recherche. C'est le cas, parce que c'est les ENR 2. Oui, mais ça n'a pas été annoncé que tel. C'est d'abord EPR. Non, mais je parle pas, moi, des EPR. Je savais qu'on allait confondre les deux. David essaye de marier, c'est bien. Voilà, je parle pas des réacteurs nucléaires où il y a un travail qui est fait, c'est la deuxième génération, on travaille à la sécurité, etc. Je ne parle pas de ça, mais je parle des énergies renouvelables. En disant, moi je préférerais qu'il y ait un programme ambitieux financier en disant comment allons-nous accélérer les progrès que nous avons faits au cours de ces dernières années. Pour moi, j'avais l'impression qu'on était dans une trajectoire où nous allions progressivement sortir du nucléaire pour développer de nouvelles sources d'énergie qui étaient plus propres. Voilà. Et donc, pour moi, c'est comme un coup d'arrêt. J'entends l'aspect économique et nécessité, oui, mais j'aurais aimé entendre parler davantage de la recherche, de dire il faut tout faire pour développer. Après, moi, ce qui me marque dans les chiffres quand même, on l'a dit, aujourd'hui, l'énergie nucléaire, c'est entre 75 et 80%, énergie renouvelable, c'est 20%. En gros, on est dans ces ordres de grandeur. Aujourd'hui. Dans l'un des scénarios et dans celui que semble prendre notre président de la République, on est sur du 50-50. Et ça, c'est quand même très intéressant parce qu'on dit, effectivement, notre président, il est pro-nucléaire, etc. Et en plus de prolonger la fin de vie, il va en construire, etc. Mais moi, il y a ce côté recherche. Il y a de la recherche et il y a de l'argent qui est mis. Et dans ces énergies renouvelables, on va en progrès. Et je peinais un peu j'avais de la peine à voir que on parlait de ces énergies renouvelables en fin d'article. Et on disait, en fait, il va quand même encore booster le renouvelable. Mais il va considérablement le booster. Et sur les répercussions de Fukushima, petite anecdote personnelle, j'ai mon cousin, peut-être qu'il regardera cette émission, qui travaille dans une centrale nucléaire en Normandie. Et je me souviens très bien des discussions qu'on avait en famille. Alors, j'étais un peu plus petit au moment de Fukushima. Mais il disait, et ça rejoint vraiment sur ce volte-face actuel, il disait, notamment à mon père, et on en a parlé très récemment, il disait, tu verras, le nucléaire, on y reviendra, parce qu'on aura de toute façon pas le choix. Et lui, bien sûr, alors on peut se dire, il est corporate, c'est son salaire, etc. Mais même, je pense qu'il allait au-delà de ça. Et alors lui, il en est convaincu, il travaille dedans. Mais en fait, à l'époque, il disait, mais en fait, on y reviendra, on n'aura pas le choix avec nos modes de consommation. Et on commençait à parler, il y avait déjà de voitures électriques, etc. Il disait, mais en fait, on n'aura pas le choix à ce niveau-là.
Ok. Oui, je vois que le temps file. Oui, une petite précision. Effectivement, il y a de la recherche sur les énergies renouvelables. Il y en a déjà, certainement. Mais il y a aussi la question de la réindustrialisation, de la production des panneaux solaires et des éoliennes. Les panneaux solaires sont principalement d'origine chinoise. Et j'ai entendu, il me semble, qu'il y avait des usines qui étaient identifiées. Sauf qu'on voit bien qu'on va mener plusieurs combats de front qui vont être chacun consommateur en argent. C'est pour ça qu'il faut quand même faire des arbitrages aussi. Et consommateur, et je pense que c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé, consommateur dans ce qu'on extrait dans certains pays aussi. Moi, ça m'a vraiment marqué. Et je pense, alors ça rejoint peut-être notre côté chrétien, en quoi est-ce que pour certains pays, par exemple, on peut penser pour l'uranium, pour le nucléaire, au Niger, à la Serbie, au Kazakhstan, mais aussi pour des énergies renouvelables. Tu as parlé de la Chine aussi. Moi, ça, c'est très intéressant, ce côté, oui, on veut renationaliser, ou on veut reprendre ce contrôle-là, mais qu'est-ce qu'on fait à d'autres pays dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables, tout en, effectivement, moi j'ai utilisé cette expression qu'on marche sur des œufs. Tu as parlé de Flamanville, que ce soit pour le nucléaire ou pour les énergies renouvelables, parce qu'elles représentent peu pour l'instant dans le mix énergétique. Les plans d'RTE sont très bien et j'ai aucune compétence scientifique pour dire vous vous trompez les gars, mais on fait quand même des gros paris sur l'avenir avec des choses, on ne sait pas quelles pourraient être les conséquences d'extraire tant de matière, combien de matière il reste, etc. Alors justement, moi, un autre argument comme quoi on n'a pas le choix, c'est le principe de la souveraineté. Alors à la fois au niveau des minerais, cas échéant, également des importations dont on dépend. Parce que là, on voit que c'est une arme géostratégique monstrueuse. L'Allemagne vient de décider de geler l'accord de Nord Stream 2 suite aux tensions avec la Russie en guise de représailles. Mais l'Allemagne, particulièrement, est hyper dépendante du gaz russe, beaucoup plus que nous. Mais donc la souveraineté nationale, pour moi, milite pour le nucléaire. C'est certainement un peu plus, mais 15 000 tonnes d'uranium par an, c'est quand même une sacrée dépendance quand même. Exactement. Alors, on a du stock, on pourrait se faire du stock en avance pour être sûr de faire face à toute crise majeure politique. J'achète l'argument, c'est vrai. Mais d'ici 2050, on ne peut pas faire du stock pour 2050, quoi. Donc, on est de toute façon... ça réduit notre dépendance, certainement. Mais ça ne résout pas tout. Dépendance quand même. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à une chose qui n'est pas tellement abordée, il nous reste 3 minutes. C'est qu'effectivement, il y a des centrales qui permettent de retraiter des déchets nucléaires pour en faire de l'énergie. C'est ce qu'on appelle de la surgénération, et les centrales à sel fondu, dont j'ai dit un mot, peuvent faire ça. Alors, les techniques ne sont pas tout à fait au point, mais c'est dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de choses là-dessus. Il faut savoir que sur notre sol, il y a 250 000 tonnes de déchets à retraiter. 250 000 tonnes. Alors, c'est un fardeau, mais je me dis que ça pourrait être une chance. Et je suis surpris. Moi, je serais prêt à dire, OK, prenons le risque, lançons-nous dans une nouvelle filière nucléaire qui est ces filières à sel fondu, qui sont d'ailleurs beaucoup plus sûres, intrinsèquement sûres. C'est-à-dire, si ça s'arrête, tout s'arrête, il n'y a pas d'explosion, rien. Et travaillons là-dessus. Ça serait formidable dans l'idée de l'indépendance énergétique. On pourrait prier alors pour que nous ayons des scientifiques qui puissent venir travailler sur ces fameux gisements de déchets. C'est peut-être là aussi le rôle et place du chrétien. J'adore cette façon de terminer notre émission. Non mais sérieux. Parce que notre responsabilité, puisque une grande partie de notre audience, il y a au moins de sensibilité chrétienne, ou en tout cas s'intéresse à savoir, que disent des chrétiens sur des sujets d'actualité, qui bien sûr n'appartiennent pas que aux chrétiens. Donc je trouve qu'à un moment donné, en dehors des arguments qu'on a posés, le fait à un moment donné de prier soi-même pour développer l'intelligence des hommes et notamment arriver à ce genre de... Parce que là, on est quand même dans des contraintes d'un côté ou de l'autre, c'est un peu chaud, quoi. Enfin, on a tous compris, quoi. Okay. Moi, j'aimerais, pour conclure, c'est une ouverture et je vais vous citer juste les deux débatteurs que j'ai entendus hier et je vous invite vraiment à voir ce qu'ils font. C'est d'un côté Paul Picaretta, qui a créé la revue Limite, qui est une revue d'écologie intégrale. Alors, on ne va pas définir forcément ce que c'est, mais il y a de très bonnes définitions sur Internet. Et un autre qu'on a tous lu, je pense, pour préparer cette émission, donc qui est Samuele Furfari. Voilà. Ça me semble très intéressant et moi, ça m'a intéressé de dépasser ce débat pro ou anti-nucléaire en écoutant ces deux personnes et un podcast de Sagesse et Morito que je vous invite à écouter avec ces deux personnes. Qui est très intéressante pour un peu ouvrir et pour donner des ressources à ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Ok, très bien. En tout cas, je pense que nous avons, une fois de plus, été une illustration, comme quoi, sur un sujet potentiellement clivant, on peut en discuter. J'ai bien noté qu'il y a des grosses sensibilités différentes, à la base, on va dire, sur l'énergie nucléaire.
mais qu'on peut se documenter chacun, on peut prier concrètement, et on peut encore avoir des débats entre chrétiens sur des types de questions comme aujourd'hui. Apaiser, voilà, sans que ça nuise à notre témoignage. Je pense quand même que ça c'est vachement important. Et de nouveau, toujours cette importance de poser les choses, de poser les faits, de poser les contextes, et de ne pas s'enflammer tout de suite par rapport à des punchlines ou des urgences de discours éventuellement reliées par des réactions médiatiques, ce qui a été le cas quand même par rapport au discours de M. Macron. Donc soyons justes, soyons sobres. Wow. Une sobriété heureuse. Une sobriété heureuse, voilà. Écoutez, c'est rayonnante alors, tant qu'on y est. Super. Voilà, bon, je vais faire procéder à quelques réglages, bien sûr, en off, une fois que cette émission sera terminée. C'est un peu trop radioactif. C'est un peu trop radioactif, voilà. Merci de nous avoir suivis. On espère que vraiment vous avez fait une opinion sur la question du jour. A-t-on le choix d'intégrer pour ou contre le nucléaire dans le cadre de besoins énergétiques ? Et en tant que chrétien, y a-t-il des spécificités ? Voilà, c'était ce sur quoi nous avons bossé aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Toute l'équipe complète pour une prochaine émission. Bye.